Des familles honorables et paisibles ont été humiliées par de prétendus musulmans qui ont contraint par la Kalachnikov au lieu de laisser le Saint-Coran convaincre, comme cela a toujours été le cas dans ce pays lucide et de foi. Des centaines de milliers de nos compatriotes du Nord, Touaregs, Arabes, Songhai, furent forcés à l'exil. Beaucoup de nos parents subissent encore les conséquences de l'occupation djihadiste de nos pays, de nos régions du Nord. Ce soir, plus que jamais, alors que 2013 s'achève, portant en filigrane de meilleurs lendemains pour notre pays, il est encore plus significatif de réitérer notre gratitude, en mon nom propre, mais aussi au nom de la nation malienne, à l'ensemble de tous ceux qui ont contribué à libérer et à soulager notre peuple. Mon aîné Diongouna Traoré a été le capitaine imperturbable, constant, d'un bateau qui fut ivre par moments. Il nous a conduits à bon port, au mépris de sa vie. Mais pour cet amour qui ne l'a jamais quitté, celui du Mali. Cher aîné, estimé, la patrie t'en sera reconnaissante, Inch'Allah. Puisse Allah t'accorder santé et longévité. François Hollande, l'ami, président de la République française, n'a pas hésité un seul instant à engager la vie des soldats français et les moyens de la France pour l'épique bataille de la libération du Mali. Il lui aura fallu beaucoup de courage politique pour assumer cette décision. Le Mali se souviendra toujours de la fraternité réinventée de François Hollande, du sacrifice de Damien Boiteux et de ses compagnons, ainsi que celui de la morale, dont il nous plaît ici de saluer le général Foucault, son commandant en chef. Idriss Déby Itno, sans être de la région ouest-africaine, mérite également nos ovations debout, nos standing ovations, notre très grande reconnaissance. Du pays du Tchad, pays de Toumaï, ancêtre de l'humanité, il a su donner avec générosité une leçon d'humanité et de solidarité à travers une armée intrépide et aguerrie. Les hauts faits de cette armée feront encore longtemps la chronique de la Drare de Ziforas. Merci, président Déby. Merci, chers frères et amis. Au nom de la CEDEAO et parce que président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est aussi soucieux du Mali par la force de la géographie et de l'histoire qui l'aide de la Côte d'Ivoire. Aussi l'aîné valeureux a-t-il veillé sur le Mali, plaidé pour le Mali et obtenu pour le Mali une solidarité sans précédent. Que Dieu le préserve et le couvre de sa grâce à son tour. C'est le lieu de savoir gré au président du Faso, Blaise Compaoré, pour tous les efforts dans la mission à lui confiée par la CEDEAO. Nous avons également vu l'Algérie, notre voisine, à nos côtés, dès le début de l'acharnement des groupes. Ni autonomie, ni indépendance, dit avec clarté et engagement constant, a toujours été la position sans ambiguïté de nos frères algériens. Cela nous dit de façon claire et nette, d'abord par notre frère le ensuite par tous les dirigeants algériens rencontrés. Il est vrai que nos relations furent fondées dans la solidarité du combat. L'Algérie combattante s'est toujours félicitée du soutien inconditionnel du Mali de Modibo Keïta. C'est le temps où l'homme de Gao, Abdelaziz Bouteflika, coordonnait avec son frère, feu notre oncle Bakara Diallo, l'appui du Mali et des pays amis en direction du front algérien. Notre souci de la culture de bonnes relations entre les pays de la sous-région prend ses racines dans ce genre de relations et a été fécondé par l'histoire. Qu'Allah nous accompagne. Le Mali sera toujours un pays d'honneur, de dignité et de gratitude. C'est le lieu de remercier également tous nos frères africains, venus massivement, venus sans calcul, nous aider dans la tragédie que nous avons traversée. Ensuite, chers collègues, le monde entier, le Mali, la confiance en le Mali, c'est donner rendez-vous à Bamako pour célébrer l'investiture du 3e président malien démocratiquement élu que nous sommes par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de vous, peuple du Mali. En cette occasion, notre pays a eu droit à une visite historique, celle du roi Mohamed VI. 50 ans après la visite de son père, feu le regretté marocain et d'Africains, la participation des vrais chrétiens à la. Le roi est resté 4 nuits et 5 jours. Il a prié avec nous. Il a visité nos chaumières,
Pensez à nos malades en venant chez nous avec un hôpital de campagne, dont la fin des missions engendre aujourd'hui de grandes manifestations de protection populaire, si on ne peut plus clair de la qualité des services rendus. Près de 50 000 consultations, opérations et soins. Et tout cela après plusieurs gestes humanitaires et un appui politique constant à la cause malienne au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors sous présidence marocaine. Toujours au cours de cette visite, Sa Majesté Mohamed VI a octroyé 500 bourses pour la formation de nos imams à un islam de tolérance et d'amour, qui n'exclut ni la profondeur ni la sincérité. Il n'est pas venu pour poursuivre la coopération, elle continue et se poursuit normalement. Il est venu pour traduire en acte le culte de la fraternité. Le Mali ne saurait l'oublier. Chers compatriotes, hôtes et amis du Mali, je suis venu trouver un Mali à genoux. Un Mali dont l'autorité de l'État a été considérablement affaiblie, miné par des années de mauvaise gouvernance. Un Mali dont les caisses étaient vides, nous laissant peu de marge de manœuvre budgétaire pour entreprendre tout de suite les formidables progrès auxquels notre peuple aspire. L'état de nos forces de défense et de sécurité n'était pas non plus à hauteur de souhait. Vous le savez. J'aurais dû dire d'ailleurs, n'est pas à hauteur de souhait. Les responsabilités en seront situées, Inch'Allah, pour que notre pays ne connaisse plus jamais pareille humiliation. Pour le Mali, la priorité était de recourir à notre tissu social, lardé, abîmé par des mois de crise, pour réconcilier notre nation. C'est pourquoi j'ai dit, dès l'entame de mon mandat, que la première phase de mon action sera consacrée au redressement. Nous y sommes encore. C'est le temps de la normalisation, le temps du rétablissement des Mali forts et stables. C'est le cap que j'ai fixé au Premier ministre Omar Tatamli et à son équipe. Rétablir l'honneur du Mali. Tous les chantiers de ce redressement ont été entamés. De la décentralisation dont les États généraux ont vu tout le pays assemblé, aux assises sur le Nord, en passant par l'organisation des élections législatives et au renforcement de la capacité institutionnelle de l'État. Tout cela, chantier de la réconciliation nationale, réforme de l'armée, rétablissement de l'autorité de l'État, état de la justice, plan de réformes économiques et sociales, ou encore la reprise de la relation avec les bailleurs, les investisseurs et le retour de la voix du Mali sur la scène internationale. Merci au président Obama pour le retour du Mali dans la Goa. Merci à Madame l'ambassadeur Beth Léonard pour la part prise dans cette heureuse décision. Le Premier ministre, un homme discret, loyal, travailleur et compétent, vous l'avez suivi lorsque le gouvernement est venu me présenter ses vœux, a fait un bilan exhaustif de ce qui a été réalisé. Je ne reviendrai pas sur ces réalisations, laissant à vous, peuple, le soin de juger de ce qui est fait et dont on peut être fier, dont tout Malien objectif et sincèrement soucieux de ce pays peut être fier. Malienne, Malien, mon action s'inscrit dans la durée, car le Mali revient de loin. Les chantiers sont longs et fastidieux, et il faut un certain temps pour changer le quotidien. Je comprends donc votre impatience, elle est légitime. Vous avez attendu longtemps votre rendez-vous avec le progrès. C'est pourquoi, en 2014, j'entamerai la seconde phase de mon mandat, qui sera une phase plus axée sur le redressement et le développement économique. A déjà commencé. Le 17 décembre 2013, nous avons, avec le chef d'État et le gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, nous avons donné le premier coup de pioche des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Gouina. Les mêmes jours, nous avons inauguré celui de Fellou. Ce fut un moment grandiose et je suis honoré d'avoir, au nom de la continuité de l'État, été celui qui a coupé le ruban côté malien. À ce niveau également, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu tout-puissant et miséricordieux. J'ai promis des emplois à notre jeunesse. Le gouvernement, à pied d'œuvre, a lancé un vaste chantier de recrutement de plusieurs milliers de volontaires qui seront demain mieux armés pour le marché du travail. Le logement,
la santé, l'école, les routes, l'eau, l'électricité, l'hygiène et surtout, nous avons fait serment de rendre Bamako plus propre, plus avenante, plus coquette, telle qu'elle fut. Et tous ces chantiers prioritaires sont à fort besoin de ressources humaines. Je suis conscient des 4 défis que doit relever notre pays pour être compétitif. Le défi de la transition démocratique, le défi de la transition démographique, le défi de la transition économique, le défi de la transition culturelle. Le défi de la transition démocratique appelle une introspection profonde sur le tristement subi durant ces 2 années noires. Dans cette optique, la première infrastructure avant les routes et les logements, c'est la gouvernance. Donc un État fort, un État juste, qui exalte le mérite et sanctionne la faute. Un appareil judiciaire de qualité est dès lors indispensable. Il s'agit d'une justice qui ne discrimine pas, devant laquelle les Maliens sont égaux et qui ne dira que le droit, et qui sera servi par des magistrats propres, intègres, ayant l'éthique vriller au cœur. Et si nous voulons une démocratie sincère et durable, alors il nous faudra d'abord être sincères et intègres nous-mêmes vis-à-vis des ressources et des opportunités de l'État. C'est pourquoi, au risque d'en faire une rengaine, j'insiste sur la gestion rigoureuse de nos deniers. Ce que l'État génère auprès du contribuable malien, bien sûr, mais aussi et surtout l'aide que la communauté internationale met à notre disposition grâce au sacrifice de ses propres contribuables. La gestion rigoureuse de nos ressources passe par le contrôle de la corruption sur 2 fronts. La lutte contre l'impunité et les réformes systémiques. Pour ce qui est des réformes systémiques, j'ai demandé au Premier ministre de tout entreprendre pour que notre administration puisse bénéficier de l'accompagnement approprié. Oui, je dis et redis que l'argent des Maliens est sacré et qu'il faut désormais l'utiliser à bon escient. C'est pourquoi je décrète l'année 2014 année de la lutte contre la corruption. Un combat dans lequel je demande à chaque Malien de s'engager avec moi. Nul ne s'enrichira plus illégalement et impunément sous notre mandat. Inch'Allah. Je suis conscient que les familles souffrent, que les salaires sont dérisoires et que tout ceci ne contribue pas à prévenir la corruption. Tout ce qui sera à notre pouvoir de faire pour augmenter les revenus le sera. C'est mon rôle et ce sera ma fierté. Les hommes et les femmes du gouvernement cesseront, croyez-moi, d'être à leur place. Le jour où ils ne travailleront plus à un Mali qui arrive à nourrir ses enfants, à les éduquer convenablement, à les employer, bref, à les encadrer dans un environnement hautement concurrentiel où les pays qui n'anticiperont pas resteront sur le quai, car Dieu ne plaise que ce soit le cas du Mali. Toutefois, il faut accepter alors que pour le bien-être de demain, celui de nos enfants, nous acceptions de donner plus à la patrie. Le Mali d'abord. C'est ma philosophie, c'est notre salut. La transition démographique de tous les défis est celui le plus pressant. Notre population est jeune et elle croît. Ses besoins croissent de manière inversement proportionnelle, hélas, aux moyens de l'État. En même temps, il n'y a pas d'avenir pour nous si le formidable capital jeunesse reste une contrainte au lieu d'être un atout. Pour tout dire, je veux pour demain des écoles de bon niveau, une couverture sanitaire de qualité, un cadre de vie décent et des chances égales devant des opportunités accrues. La transformation qualitative de notre société, qui est notre mission de génération à nous, les aînés, passe par une bonne gestion de la transition économique. Ainsi, si notre artisanat n'est pas bien fini, il ne produira pas de valeur ajoutée. Si nos produits n'obéissent pas aux normes de qualité, ils resteront de consommation locale, hélas. Nous ne profiterons que petitement des avantages, par exemple, d'un système tel l'AGOA. S'il n'y a pas d'investissement massif dans l'industrie, nous resterons un marché pour d'autres. Si nous ne créons pas un secteur de services performant,
nous nous priverons des forces de progrès que sont les couches moyennes. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'utiliser toutes nos potentialités pour qu'ici et maintenant, les conditions de l'émergence soient créées. Mais nous pouvons et devons aller plus vite. Et surtout, il faut rendre irréversible l'ascension de ce pays qui nous a tant donné et qui a été hier l'une des nations phares et civilisatrices du monde. Notre potentiel agricole, pastoral et halieutique, minier, notre génie propre et notre combativité nous rendent parfaitement éligibles à tendre vers l'excellence recherchée. Là-dessus, je fonde un grand espoir dans l'anticipation, la planification, la prospective, auquel pour la première fois dans notre histoire, un ministère est dédié. Mes chers compatriotes, amis et hôtes du Mali, vous le savez, si notre pays a été libéré, il reste, outre celui de la lutte contre l'impunité, 3 autres fronts sur lesquels il nous faudra nous battre. Le premier est celui sûrement d'une armée républicaine, parfaitement entraînée et équipée pour répondre aux menaces sécuritaires traditionnelles ainsi qu'aux nouvelles. La formation d'une telle armée est en cours grâce à l'assistance de la communauté internationale que je ne remercierai jamais assez, notamment l'Union européenne pour l'EUTM, European Union Training Mission. L'autre front, c'est celui du retour définitif et total du contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire national. Je lance un appel au mouvement rebelle, signataire de l'accord du 18 juin, pour la stricte observance des dispositions de cet accord, où le cantonnement effectif et mesurable des combattants entre dans la stratégie du désarmement que demande l'État malien, et qui est désormais condition sine qua non. Il est totalement absurde et sûrement contre-productif de vouloir me faire l'ennemi de telle ou telle communauté. Mon passé conforte mon présent. J'ai partagé les nuits claires de Gao, Bouré, Mansongo, Tombouctou, Kidal, Ersan et Salam. J'ai dormi dans les campements et pris le lait de chamel à la lueur du feu de bois, par les rudes froids de cette belle partie du Mali. J'ai écouté les riziculteurs et les vachers du Tilemsi, les chevriers et les chameliers de l'Adrar. J'ai travaillé avec eux et pour eux. Par ailleurs, je sais que parmi ceux qui se sont battus hier contre les projets d'État Touareg au Sahel, il y a des Keltamachek, dont le patriarche El Mehdi est revenu aujourd'hui à Bamako chez lui, après des mois d'exil. Qu'il en soit loué et que l'année nouvelle lui apporte succès et santé. De toute manière, je sais que l'écrasante majorité de nos compatriotes Keltamachek, aujourd'hui forcés à un exil qui nous est pénible, sont républicains et maliens. C'est pour eux justement que nous devons accélérer la normalisation de notre septentrion. Je veux la paix. Je désire ardemment la paix, car je désire consacrer l'essentiel à construire et à développer au profit de tous et de toutes les communautés du Mali. Je ne veux que la paix, rien que la paix dans toutes les régions du Mali, dans toutes les communes du Mali, qui doivent prendre le contrôle de leur développement, dans un État qui ne sera plus jacobin, centralisateur, mais distributeur et régulateur. C'est la décentralisation, accompagnée d'une réelle dévolution de certaines compétences et ressources, jadis aux mains de l'État et impliquant une nouvelle forme de gouvernance territoriale qui constitue la réponse à la demande d'une autre forme d'État telle qu'observable ailleurs. Le Mali est dans cette réforme depuis 1992. Il la poursuivra. Et je m'engage à la porter à un niveau d'irréversibilité. Le dernier front est celui de la politique extérieure du Mali. Notre pays s'est en effet trouvé propulsé à l'avant-scène internationale sans l'avoir cherché, sans même l'avoir voulu. Et hélas, pas de la meilleure des manières. Il s'y est retrouvé en quête quasi désespérée d'assistance mondiale, en nation vivant les affres d'un effondrement apparemment brutal de son État, État en réalité vermoulu depuis plus d'une décennie. Qu'on était loin du Mali rayonnant dans le monde, au point d'avoir abrité la naissance des principaux mouvements d'émancipation africaine. Qu'on était loin du Mali de Modibo Keïta et d'Alpha Oumar Konaré. Il est donc d'importance avérée que parallèlement à la restauration de l'État et de son autorité, le Mali retrouve ses lustres d'antan sur la scène internationale. Il importe que notre diplomatie
revienne au niveau où l'avait hissé Modibo Keïta, Ousmane Ba sur les affaires étrangères, dont la voix, ainsi que celle de l'expression Saké d'Abdulaziz Bouteflika aux Nations Unies, ravissait les peuples d'Afrique et du tiers-monde. Ce niveau qui permet au Mali de réussir là où avaient montré leurs limites l'Éthiopie de l'empereur Haïlé Sélassié, du Négus, ou même l'Égypte de Gamel Abdel Nasser, alors au firmament de sa gloire, qui permit ainsi au Mali de réussir la prouesse de mettre fin à l'absurde guerre de sable opposant alors les États de deux peuples, quand en réalité tout unissait et que tout unit encore de nos jours, de deux peuples frères et frères du peuple malien, au même titre. Je vais parler des peuples algériens et marocains. C'est ici, en effet, à Bamako, que Sa Majesté Feu le roi Hassan II et Feu le président Ahmed Ben Bella scellèrent la paix qui mit fin à cette guerre fratricide. Mieux, sur le terrain, ce fut à deux officiers maliens, Léon Sangaré et Sékou Doumbia, que revint l'honneur ainsi de brandir les deux drapeaux blancs à partir des lignes belligérantes et de se retrouver en ligne médiane pour les échanger, signifiant ainsi le cessez-le-feu. Il est souhaitable que cette belle fraternité imprègne de nouveau nos relations avec ces deux pays frères et entre eux. Mes chers compatriotes, le Mali est bel et bien de retour. Notre récente tournée européenne nous aura permis d'en faire l'agréable constat. Paris, Bruxelles, Strasbourg, Berlin furent autant d'étapes importantes où des relations nouvelles, de qualité réelle, furent remises au goût du jour ou fondées, telle la rencontre avec Mme Merkel, chancelière d'Allemagne. Paris fut une confirmation de l'amitié française, singulièrement de nos relations avec le président Hollande. Ce climat n'a sûrement pas été indifférent au choix de notre pays, qui sort à peine d'une crise exceptionnelle, choix pour abriter la prochaine rencontre Afrique-France en 2016. Honneur redoutable, dont nous devons faire la preuve du mérite. La préparation en a commencé dès notre désignation. Une équipe ad hoc sera mise en place pour l'événement dans les tout prochains jours, Inch'Allah. Mes chers compatriotes, pour terminer, je me tourne vers notre jeunesse pour lui dire bonne année et bonne santé. Vous les jeunes, vous sortirez nombreux ce soir pour réveiller. Nous souhaitons vous revoir tous en bonne santé demain, 1er janvier. Roulez donc prudemment, évitez les accidents. De grâce, portez les casques avant d'enfourcher vos motocyclettes. De grâce. Abstenez-vous de jouer avec les pétards. Ce faisant, vous mettez vos vies et celles d'autres en danger. Donc, le Mali a besoin de vous. Nous avons besoin de chacun de nos enfants. Que Dieu nous donne un Mali prospère et stable, dans une Afrique unie et solidaire. Dieu protège et veille sur le Mali et l'Afrique dans un monde solidaire en humanité. Et que 2014 soit l'année de tous les accomplissements. Vive la République, vive le Mali. À ton appel.